Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un homme ouvre un œil puis l'autre, le droit puis le gauche. Il se réveille dans une forêt de bambous, blessé. Tombé du ciel au milieu des herbes, nouveau-né d'une île inconnue. Un chien vient qui lui freine un passage en toute amitié. Aux côtés du labrador, l'homme se lève alors et court vers la plage rejoindre ses compagnons d'infortune. Une chose suspendue dans les branches ne retient pas son attention, la nôtre si, il s'agit d'une chaussure. Plus tard, le cadavre du pilote de ligne de l'avion crashé sur l'île mystérieuse sera suspendu en haut d'un arbre de la même façon. Son insigne tombé dans la boue à l'image de la chute d'une étoile, un désastre. Lost épisode pilote. Pendue à son téléphone portable, une mère célibataire est surmenée. Son bébé crie. À l'arrière de sa voiture, le nourrisson continue de crier quand soudainement ses cris ont cessé. La mère se retourne et l'impossible est arrivé, l'enfant n'est plus là. Dans le pli d'un seul instant en deçà comme au-delà de toute mesure, le bébé aura mystérieusement disparu, évanoui ce jour du 14 octobre 2011 avec 140 millions d'autres personnes partout dans le monde entier. Plus tard, un chausson de bébé traîne dans la rue, privé avec l'absence de son double de faire avec lui une paire. Avec le désastre de la soudaine disparition, plus rien ne marche et réapprendre à marcher se fera en claudiquant à cloche-pied. The Leftovers, épisode pilote. Un garçon assiste dans une salle de cinéma au temps du muet, à la projection des aventures de son héros préféré. La projection a lieu rien que pour lui avec sa mère derrière au piano, mais les mains de la pianiste déraillent et les fausses notes bousculent toujours plus les bonnes. Quand son père entre avec fracas, il faut fuir tout de suite, la ville est à feu et à sang. Cinéma fini, c'est alors un autre film qui commence, celui des violences raciales déniées ou méconnues dont l'enfant ne réchappe qu'au terme d'un accident. Au milieu des herbes, le survivant trouve un bébé enveloppé dans le linge de la bannière étoilée. La nuit brûle des étoiles chues d'un désastre obscur. Bien des années après, le chef de la police locale est retrouvé pendu à la branche d'un arbre. 2 détails signent l'énigme de sa mort comme une sidération. Il manque à son pied gauche une chaussure et son étoile de shérif est retrouvée dans les herbes, barrée d'une larme de sang comme l'aiguille d'une horloge. Le compte à rebours a commencé. Watchmen épisode pilote. Naître honnête. Rappeler à la naissance qu'elle est un héroïsme consistant dans la relève des accidents, c'est apprendre à marcher quand plus rien ne marche. Vivre l'épreuve tragique de la rupture des cocons protecteurs, c'est affronter le monde qui recommence dans l'absence mutilante de l'autre, ce double aussi nécessaire que l'ange et aussi ambivalent qu'un démon. Naissance-renaissance. Tiré du désastre de la fin d'un monde, le désir qui radicalement consiste à contempler l'étoile du nouveau monde à venir, c'est repartir au milieu des herbes, c'est tomber du ciel et recommencer par le milieu. Vivre, autrement dit revivre en connaissance de cause, sortir en rompant la membrane et de ses effets, l'énigme de la présence de l'autre qui vient et revient sans être tout à fait le même. Sinon, le cordon ombilical s'entortille autour du cou comme la corde d'un arbre à pendaison. Naître, renaître, les séries écrites par Damon Lindelof sont essentielles. Watchmen est une mini-série en 9 épisodes créée par le showrunner, Damon Lindelof. Programmée par la chaîne à péage HBO entre le 20 octobre et le 15 décembre 2019, et avec un jour de décalage sur OCS, elle a été regardée en moyenne par 7 millions de téléspectateurs. Son succès d'audience s'est doublé aux États-Unis un succès critique parachevé le 20 septembre 2020, avec 4 récompenses reçues sur un total de 26 nominations lors de la 72e cérémonie des Primetime Emmy Awards. Meilleure série limitée, meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm pour Regina King, meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm pour Yahya Abdul-Mateen II et meilleur scénario pour Damon Lindelof et Cole Jefferson pour L'. Épisode 10 Extraordinary Being. Le pari était pourtant hautement risqué, puisque saisir les enjeux d'une œuvre télévisuelle dont l'univers fictionnel dépend aussi étroitement de la bande dessinée qui la précède, et dont elle propose un singulier développement représente une indéniable difficulté pour les spectateurs profanes. L'homonymie des œuvres y insistant significativement, l'ignorance du comique original pourrait en effet et légitimement peser sur le désir de s'intéresser à sa suite, en acceptant d'entrer dans le savant labyrinthe de ses arcanes. Il est vrai que,
Pour emprunter au vocabulaire de la botanique, la série à l'égard de l'œuvre dont la précession fonde la légitimité généalogique tient à la fois du bourgeon. Watchmen. La mini-série est une suite originale de Watchmen le comic en s'adaptant rigoureusement à son univers fictionnel de réalité alternative pour y raconter des événements nouveaux dans un monde configuré à partir de la même perspective uchronique, et du greffon. Les obsessions de Damon Lindelof se brancheraient sur celles des auteurs du comic comme un greffon que L'. On implante sur un porte-greffe, à savoir une plante ligneuse ou herbacée pourvue d'un système racinaire dont les apparitions spontanées sont appelées des sauvageons. Le pari est donc ambitieux. Remonter du greffon au bourgeon et du porte-greffe au sauvageon consistera déjà à commencer par privilégier l'archéologie à la généalogie parce que Watchmen 2019 ne serait rien sans Watchmen 1986 à 1987. Watchmen, la bande dessinée du scénariste Alan Moore, du dessinateur Dave Gibbon et du coloriste John Higgins, tout britannique, publié mensuellement par la maison d'édition américaine DC Comics en 12 numéros dans la guise d'une série limitée entre septembre 1986 et octobre 1987, est un chef-d'œuvre du genre, récipiendaire du prestigieux prix littéraire Hugo attribué en 1988 et pour la première fois à une BD. Les éditions françaises sont le fait de Zenda en 1992, Delcourt en 1998, Panini en 2007 et 2009 et Urban Comics en 2012 qui, pour sa part, rétablit la traduction originale de Jean-Patrick Manchette proposée par Zenda et reprise par Delcourt. À tel point que l'on aurait inventé une nouvelle catégorie, le roman graphique, traduction française de graphic novel, pour asseoir entre la fin des années 1960 et la décennie 1970 la légitimité symbolique de création aussi originale que celle-ci. Le genre populaire de la bande dessinée y gagne en effet une densité littéraire nouvelle, digne du grand roman moderne européen comme américain. C'est le cas de Watchmen, avec son kaléidoscope de points de vue différentiels et antagoniques, l'hétérogénéité feuilletée de ses matériaux et ses chronologies disjonctives, avec ses intermèdes digressifs, sa propension réflexive et son montage de documents fictionnels dialectisant l'archive de l'histoire réelle. Il y a un peu plus de 30 ans, Watchmen regardait son époque frisée par les derniers frissons apocalyptiques de la guerre froide avec l'œil maniaque et précis de l'horloger atomique. Voyant hier, toujours visionnaire, le comique observe encore de son œil perçant de hibou inquiet mais terriblement lucide notre avenir apocalyptique post et néo, celui qui tous les jours ne cesse pas de s'écrire comme de ne pas s'écrire, au présent. En 2020, décennie des risques climatiques et épidémiques, comme en 1953 à l'époque où l'Union soviétique et les États-Unis testaient l'œuf mortel de la bombe à hydrogène, l'horloge de la fin du monde ou de l'apocalypse, cette Doomsday Clock conceptuelle créée en 1947 par les directeurs du Bulletin des scientifiques atomiques de l'Université de Chicago, marque toujours minuit-2. Chapitre 1 au prisme du comique, tétraèdre tragicomique. Watchmen le comique a une force de novation esthétique qui en fait un bijou d'orfèvrerie. L'équivalent symbolique pour la bande dessinée d'un œuf de Fabergé. L'architectonique du comique repose tout particulièrement sur 4 grands principes structurants comme 4 faces triangulaires formant un tétraèdre dont le cristal pyramidal est un prisme composant, décomposant et recomposant la déconstruction critique de la figure super-héroïque devenue dans la culture de masse hégémonique. Cette déconstruction critique prend l'allure d'un réseau de diffraction au service prismatique de 4 longueurs d'onde, complémentaires et spécifiques. 1. Les genres respectifs de la science-fiction, avec le personnage de John Osterman transformé en Dr Manhattan à la suite de l'accident nucléaire de Gila Flats le 20 août 1959, et du polar, avec l'enquête de Rorschach sur l'assassinat de son vieux complice le comédien, sont subsumés sous celui de l'Uchronie, parce que les États-Unis gagnent la guerre au Vietnam grâce à l'aide décisive du Dr Manhattan, afin de brosser à rebrousse-poil L'. Histoire récente des États-Unis, et ainsi accréditer depuis Hiroshima et la guerre froide la propension autoritaire sinon totalitaire de son empire mondial à l'état d'exception planétaire. 2. La narration s'inscrit dans l'optique d'un perspectivisme qui fait éclater l'unité traditionnelle du récit avec sa chronologie linéaire comme on analyserait précisément un mécanisme d'horlogerie, en remontant à chaque fois le ressort pour vérifier l'écart parallactique qui caractérise chacun des points de vue des 6 principaux super-héros appartenant au groupe des Watchmen,
le comédien, Dr Manhattan, Rorschach, le hibou 2, le spectre soyeux 2 et Ozymandias. 3. Une réflexion métaphysique cessait à persévérer à leurs limites de l'atome, mais seulement en se divisant entre la volonté de puissance mise au service du plus grand bien qui est une autre version du mal radical. Ozymandias se rêve en sauveur providentiel de l'humanité sous les auspices légendaires de Ramsès II et d'Alexandre le Grand, et une nouvelle indifférence zen et cosmique. Le docteur Manhattan exilé sur Mars rumine son destin quasi divin blessé par un chagrin amour, qui finit cependant par retomber dans la capture ironique des pires comptabilités. Le fils de l'horloger juif ayant fui le nazisme et devenu nouvel homme de Vitruve version bleue phosphorescente se soumet à la nécessité de la machine infernale conçue par son ancien acolyte croyant dur comme fer à l'économie des moyens qui justifient les fins. 4. La torsion politique dans sa dimension effractive et intempestive offre au personnage le plus idéologiquement réactionnaire, Rorschach, de réussir à tenir éthiquement et avec fidélité à la vérité de la situation marquée par la mort brutale de la moitié de la population new-yorkaise. Une vérité masquée et offusquée par le calcul criminel de celui qui offre en inavouable holocauste la mort de 3 millions de personnes sacrifiées au nom de la paix mondiale. La preuve du souverain génie d'Ozymandias, outre d'avoir projeté sur New York un calamar géant de son invention le 2 novembre 1985 à minuit, s'autorise ainsi un coût humain élevé. Mais son prix, aussi exorbitant soit-il, est de son point de vue censé compenser le canular d'une invasion extraterrestre, doublé de la réalité mortelle de l'onde de choc psychique issue de l'explosion du cerveau de la créature artificielle, par le gain de la sidération imposant l'équilibre homéostatique et post-atomique aux deux superpuissances impérialistes alors engagées dans la surenchère nucléaire. L'alliance américano-soviétique qui s'impose aurait déjà été anticipée dans le domaine culinaire de la cuisine fusion et du fast-food par la commercialisation parodique du Burger & Borch. Pour préciser ici un point important de nomination, Watchmen est dans la fiction le nom populaire désignant les super-héros dont la légitimité est toujours plus contestée. Le graffiti ou Watches the Watchmen, soit Qui surveille les gardiens, est une démarcation d'une citation des satires du poète romain Juvénal, Quis custodiet ipsos custode. Cette appellation est distincte de deux autres nominations plus officielles, Minutemen, qui est le nom du premier groupe de super-héros actifs entre 1939 et 1949, et Crimbusters, le second groupe actif entre 1966 et 1977. Alan Moore a de toute évidence eu pour inspiration les aventures de la Justice Society of America, qui précèdent d'une vingtaine d'années les Avengers de Marvel, sans oublier de prêter attention à ce qui passait à la télévision américaine. Voilà donc le tétraèdre indexant le génie égyptien d'Ozymandias sur le tombeau pyramidal d'un calamar ayant détruit la moitié de New York. Voilà le polyèdre tragicomique avec ses 4 faces respectivement associées au mélange des genres et à l'Uchronie, dédié aussi à un perspectivisme rejouant 6 fois la différence sur un mode moins relativiste que parallactique, à une métaphysique actualisée à l'heure de l'atome comme enfin, au surgissement intempestif de l'éthique rompant avec la morale jésuitique des fins justifiant les moyens. Moyennant quoi, Watchmen produit un fascinant et persistant effet de parallaxe, homogène à la pensée latérale, associé à la symbolique du nœud gordien impossible à dénouer mais tranché comme le veut la légende par Alexandre le Grand. Le totem d'Ozymandias se double par ailleurs de l'autre totem relatif au pharaon Ramsès II, dont le couronnement en sa forme grécisée a donné, ou Sur-Maatret, soit Ozymandias. D'une part est extrait le noyau d'antagonisme propre au super-héros révélé à la fois comme obsédé sexuel, le comédien et comme psychopathe réactionnaire, Rorschach, comme narcisse manipulateur et sadique, Ozymandias et comme dieu manipulable et fleur bleue, le docteur Manhattan, seul être à disposer de réels super-pouvoirs à la différence des autres vigilantes ou justiciers masqués, comme argument publicitaire de la banque et du capital financier, Dollar Bill et comme supplétif de la police et de l'armée, et tous, y compris les héros les plus sympathiques comme le hibou 2 et le spectre soyeux 2, trouvent moyen de recharger leur libido avec un déguisement moulant, des gadgets et un peu d'action musclée. 2. D'autre part est investi avec les ressources de l'imaginaire populaire et de l'Uchronie littéraire la hantise d'une potentialité totalitaire,
quand elle n'est pas une virtualité associée à l'histoire moderne et à l'apostrophe. Actualité politique des États-Unis, au moins depuis le projet Manhattan et le macartisme, la présidence Nixon et la guerre du Vietnam, on ne peut pas ne pas songer au Dr Folamour de Stanley Kubrick sorti en 1964, mais aussi à Orange Mécanique en 1971 avec sa fiction d'anticipation qui évalue nos actuelles potentialités dystopiques au prisme des contradictions du libéralisme et de l'état d'exception que son régime politique autorise. 3. Est encore rappelé que la loi ne coïncide pas avec elle-même et ce hiatus qui appartient à l'hétérogénéité du droit, fini, et de la justice, infinie, est au fondement de l'existence tragicomique des suppléments obscènes, le justicier masqué est la personnification de l'état des apostrophes, exception, qui en révèle la nature parodique, le rire des apories de la loi, rire schizophrène de son plus ailé défenseur quand il accentue le visage balafré du comédien, finit par rejoindre celui moins bruyant mais tout aussi ravageur, de Franz Kafka investissant la loi morale kantienne et son formalisme abstrait pour l'invertir en montrant qu'elle ne sert qu'à produire des coupables et des châtiments. 4. Est enfin marqué que la politique, si elle est trahie par ses simulacres spectaculaires et ses gestionnaires impérialistes, par la loi sidérante des grands nombres et la morale jésuitique de la fin justifiant les moyens, n'en est pas moins retrouvée chez le plus pouilleux et crasseux de la bande, Rorschach, celui qui à la fin, plus qu'à ses réflexes réactionnaires, sexistes, homophobes et antisémites, tient à savoir pour lui et faire savoir aux autres la vérité de la situation obscurcie par le voile des apostrophes. Un canular aussi génial que monstrueux, voile mauve et or comme le costume d'Ozymandias, démiurge et metteur en scène de la fausse mais réellement destructrice invasion extraterrestre croisant l'adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes de Herbert George Wells par Orson Welles avec l'entité cosmique Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. Alors qu'au cinéma un réalisateur aussi acclamé que Quentin Tarantino appauvrit considérablement le recours au biais uchronique, dans un réflexe fantasmatique à la fois infantilisant et nihiliste, s'ingénier à réécrire l'histoire au nom des pouvoirs imaginaires de la fiction consiste dans un geste régressif à promouvoir seulement la vengeance grand-guignolesque et cathartique des victimes contre leurs bourreaux. L'Uchronie ouvre plus d'une perspective qui manifeste dans l'œuvre des apostrophes. Alan Moore, Dave Gibbon et John Higgins une maturité esthétique exemplaire, une grandeur de vue politique en tout point digne d'être reconnue comme le Citizen Kane du comique. Concourt à légitimer le rapprochement tout à la fois l'enquête concernant la mort suspecte d'une célébrité ayant marqué son temps, le montage kaléidoscopique des points de vue et le perspectivisme ayant pour vérité philosophique l'écart parallactique, un constructivisme narratif incluant l'emploi varié, digressif et réflexif de documents réels et d'archives fictionnelles, le commentaire latéral et critique de l'actualité politique et ses manifestations tentaculaires et médiatiques, ainsi qu'U', une boule à neige comme un œuf de Pâques partagé par Charles Foster Kane et Laurie Jupiter. Chapitre 2, dans l'écart des aiguilles d'une montre, le super-héros démasqué est un monstre. Qu'un badge en forme de smiley jaune taché de sang ouvre la grande série des formes circulaires barrées par l'amorce d'une ligne diagonale comme une aiguille, et voilà que suivent horloge et montre marquant minuit moins 10 quand ce n'est pas minuit moins 2. Succéderont cadrans de radar et pleine lune, soleil bouddhique et cratère martien en forme de smiley, Gale et sur Mars un cratère d'impact surnommé Happy Face Crater, requin éborgné de comiques et reflets sur moult fenêtres et vitres, calamar géant téléporté au globe oculaire grand ouvert et t-shirt balafré de ketchup d'un garçon travaillant dans le journal réactionnaire qui reçoit le journal posthume de Rorschach. Jusqu'à la représentation probabiliste de l'atome d'hydrogène marquant le front du Dr Manhattan et le jeu de mots anglais reliant Watch, la montre, à Watchmen, les gardiens. En passant encore par la structure narrative de l'intégrale du comique découpée en 6 tomes recoupant autant de points de vue, ceux du comédien, du Dr Manhattan, de Rorschach, du Hibou 2, du Spectre Soyeux 2 et d'Ozymandias, et chaque tome étant lui-même divisé en 2 pour obtenir 12 épisodes comme les 12 parties circulaires d'une montre. Voilà que les formes se suivent et entrant en relation dynamique, elles font constellation comme les pièces de l'horlogerie interne d'une montre flottent dans l'espace. Comme passent des étoiles filantes aux confins des galaxies. Et voilà que le temps est excédé et déborde. Voilà donc qu'il finit par sortir de ses gonds comme si le contenu blanc et jaune d'un œuf pouvait de l'intérieur en faire craquer la coquille. Le temps mécanique, homogène et vide aurait dit Walter Benjamin en pensant à Marcel Proust et Henri Bergson son cousin par alliance,
quand il se voit ainsi décomposé par un perspectivisme préféré à tout relativisme, la variété des points de vue n'induit pas leur équivalence abstraite ou leur confuse interchangeabilité, mais au contraire instruit de la multiplicité inclusive des vérités, à la fois conjonctives et disjonctives, se recompose alors dans la vérification d'une parallaxe continuellement réitérée. La parallaxe s'extirpe du temps linéaire, la théorie de la relativité, rappelant à la négantropie dont la civilisation porte la promesse qu'elle peut paradoxalement engager une entropie plus dévastatrice. La parallaxe raccorde encore le progrès des innovations scientifiques du siècle avec la construction catastrophique de la bombe à hydrogène, dont la représentation marque le front du docteur Manhattan. Un noyau entouré de son nuage électronique comme l'urna, le troisième œil du bouddhisme ou bien comme une cible. La parallaxe est dans sa déclinaison circonstanciée le noyau de vérité tragicomique du tétraèdre. En tant qu'elle fait décoller le super-héros de son régime spectaculaire comme de son adhérence idéologique pour en avérer l'ambivalence fondamentale, en tant qu'elle refonde la possibilité de la métaphysique en dépit de la fission nucléaire qui anéantit toute ontologie, en tant qu'elle délivre le caractère parodique de la non-coïncidence de la loi avec elle-même, en tant qu'U', elle sauve la politique comme décision du sujet dont les actes rompent au nom de la vérité de l'événement brisant l'ordre des situations, tant avec son habitus réactionnaire qu'avec la sidération collective exercée par le rayonnement mortel des simulacres spectaculaires. Tic-tac, 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 tic-tac. Les aiguilles petites et grandes dédiées aux heures et aux minutes, avec la trotteuse grande ou petite dédiée aux secondes, marquent le franchissement fatal des barres numérotées en chiffres romains, VI, 12, mais vient la parallaxe qui brise la clôture infernale du cercle quand il n'est plus que l'anneau scellant la répétition du pire. La parallaxe ouvre alors des boucles qui sont des bifurcations en initiant le court-circuit des novations plus que des innovations. Sa pensée appelle ainsi à creuser l'écart qui révèle aussi des abîmes montrant qu'Albert Einstein est le contemporain d'Adolf Eichmann, l'universalisme des droits humains du totalitarisme nazi, Kant de la physique quantique, la théorie de la relativité générale de la banalité du mal, de Hannah Arendt, les ombres sur les murs de Hiroshima des cendres d'Auschwitz. Le super-héros est l'agent connu et reconnu, le promoteur consacré du bien, mais celui-ci n'est universel qu'abstraitement. Dans le consumérisme que ces idiots utiles rêvent de sauver en y reconnaissant avec la défroque du gourou pop l'esprit juvénile d'un antique gnosticisme, le manichéisme est devenu une abstraction particulière au service masqué et costumé d'intérêts individuels et collectifs très concrets. L'État-nation, l'Empire, le capital transnational. C'est pourquoi le super-héros bande grâce à ses accélérateurs de libido que lui offrent masques et gadgets, costumes et propagande publicitaire. Le super-héros, qu'il ressemble à un clown, une stripteaseuse ou un dieu, est un monstre surgi des montres du capitalisme à l'heure où le temps analogique sort de ses gonds atomiques. Et comme il bande les muscles en faisant les gros titres, en arrosant d'agents orange les Vietnamiens ou bien en tirant sur la foule des contestataires et des hippies, le super-héros jouit en imposant la paix comme on fait une omelette, sans hésiter à casser des œufs. Le rire d'abord sardonique puis tragique du comédien livre ainsi la vérité obscène de Captain America et Dollar Bill, Batman et Captain Metropolis, Dr Manhattan et Superman. Le rire postmoderne, le smiley jaune comme un œuf du comédien, ne tient qu'à être barré par un reste obscène de réel, la goutte de sang comme une aiguille fatale. Du smiley à l'horloge de l'apocalypse et de la montre atomique à l'omelette des vies brouillées par le calamar du canular, le rire ainsi contrarié par sa nature tragique réprimée rappelle à la postmodernité et sa croyance relativiste, elle se nomme aujourd'hui post-vérité, qu'elle cultive plus d'un simulacre pour recouvrir d'un voile parodique cette bonne vieille réalité qui est celle de la politique de l'émancipation obscurcie par tous ceux qui ont objectivement intérêt à imposer sa simulation. Cependant, comme les œufs, les rires se rebiffent face à l'horrible réalité qui fait rire les cyniques jusqu'à saturer leurs yeux et les faire pleurer. La réalité, horrible, est qu'il y a glissé dans l'enveloppe visqueuse des calamars, des canulars aux conséquences aussi concrètes que les faits sont têtus. Têtu comme celui qui, du haut de la pyramide de son ego, s'ingénie à rappeler, morale jésuitique de la fin qui justifie les moyens à l'appui, qu'il ne faut pas craindre de casser des œufs si l'on veut faire des omelettes. La morale de la fin qui justifie les moyens,
Umberto Eco en parle dans son roman intitulé Le pendule de Foucault en rappelant que Gensu a montré l'origine jésuitique d'une maxime que l'on retrouve symptomatiquement dans le premier chapitre du Protocole des sages de Sion, ce faux antisémite publié par la police russe en 1903. Quant à la question des œufs et des omelettes, variante métaphorique de l'utilitarisme extrême caractérisant la morale de la fin et des moyens à l'heure totalitaire, Hannah Arendt y a pour sa part réfléchi aux alentours des années 1950 à 1951, en tournant alors autour d'une fameuse citation de Lénine « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », pour lui répondre ceci, les œufs se rebiffent. L'exergue du dit texte est en fait une citation tirée du poème Awar, du poète états-unien Randall Jarrell, ami et correcteur de la philosophe allemande émigrée aux États-Unis. Lentement se mirent en route vers un autre monde, à 4 heures d'un matin d'hiver, d'autres jambes. On ne casse pas d'œufs sans faire d'omelette, c'est ce qu'on dit aux œufs. Slavoj Žižek a récemment proposé une autre version d'une expression vulgarisée par Honoré de Balzac, dans sa nouvelle intitulée Adieu, 1832, placée dans le contexte historique du stalinisme. Quand l'écrivain communiste turc Panahi Tistrati se rendit en Union soviétique vers le milieu des années 1930, à époque des grandes purges et des procès staliniens, un idéologue du parti tenta de le convaincre de la nécessité de la violence contre les ennemis, en invoquant le proverbe « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». À quoi Istrati répondit sèchement « Très bien, je vois les œufs cassés, mais où est l'omelette dont vous parlez ?» Le docteur Manhattan est avec ses pouvoirs surhumains l'unique, le super-héros qui en a fini avec son ancienne identité humaine, celle de John Osterman, en adoptant la posture du quasi-dieu indifférent et sur le point de s'absenter. Spectre soyeux 2 est prise quant à elle dans l'héritage maternel et compulsif du premier spectre soyeux, éprise d'un homme dont la surhumanité survenue par accident ne peut l'aider à lui rendre en retour cet amour. Le comédien continue pour ce qui le concerne à jouer les agents masqués pour le gouvernement, impliqués dans toutes les sales affaires de la domination impériale états-unienne jusqu'à la découverte du plan d'Ozymandias qui lui arrache l'événement d'un rire qui n'est plus cynique mais tragique. Plus pragmatiquement, Hibou II range son costume de super-héros en camouflant son identité civile à la différence d'Ozymandias qui, en raison d'une disposition légale de 1977, la révèle mais en faisant de cette révélation même le leurre pervers cachant un immense subterfuge à venir au nom du bien suprême que son génie doit à l'humanité. Ne reste à la fin que Rorschach qui, à l'image du juge masqué, le tout premier des super-héros, tient à son masque comme à son vrai visage comme il tient à la vérité qui est sa seule et unique raison de vivre. Le super-héros est l'agent militant du souverain bien, et c'est là une bouffonnerie. Elle finira d'ailleurs par réussir à faire pleurer le comédien lui-même, attristé que le plus intelligent et sérieux de la bande soit en fait le plus enjoué à loucher en confondant farce et tragédie, intellect raffiné et bêtise pulsionnelle. Enfin, le plus sérieux est aussi celui qui s'est fait connaître sous le nom d'Ozymandias en s'appelant en vérité Adrian Veidt et son patronyme le relie souterrainement au cinéma allemand, à la fois expressionniste. Konrad Veidt a été l'interprète du cabinet du docteur Caligari et de l'homme qui rit, et nazi. Veidt Arlan a été un réalisateur et auteur de films de propagande pour le régime hitlérien. Avec le devenir hégémonique et tragicomique de la figure du super-héros dans le cinéma, et plus généralement, avec la culture de masse qui est l'esprit pop de la mondialisation cultivant le déni ludique de ses contradictions, la mondialité du monde est un produit hybride de la mondialisation dont le risque systémique est que la Terre devienne aussi à l'ère de l'Anthropocène le déchet immonde de la globalisation. On n'a fini ni de rire ni de pleurer. Parfois même simultanément. Et la pensée matérialiste des contradictions d'affronter de manière inattendue la limite autrement tragicomique du macronisme dont l'expression, en même temps, est une inflexion caractéristique. De grands rires et de vraies larmes, donc, et pas moyen de les départager, voilà l'héritage et sa part tragicomique. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail. L'alerte spoiler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.